Et bonjour Internet. Ah là là, c'est incroyable. Je le fais, on dirait que je le fais exprès. Je le fais même pas exprès. La fin de la musique tombe tout le temps à l'heure du début du live. C'est quand même bien fait. Je crois que c'est le cas. Coucou Herzegel et coucou Danito19. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Premier dimanche du mois. Dimanche 7 mai, on fait quoi comme d'habitude? On parle Isle des Hunter. On parle de l'actualité de King du mois passé, et on a le droit de digresser. Coucou Shaki. Et après, on fait quoi? On continue le RPG Dark Tower Fanmade, qui est un jeu vidéo de type rétro RPG fait par un fan qui adapte les 2 premiers livres de La Tour Sombre. La dernière fois, dans un live dédié qui est en replay sur la chaîne YouTube, on a fait le début qui correspond au Pistolero. Et normalement, là, on fait les 3 cartes. On devrait le finir. A priori, ça va plus vite que le désert. Sachant qu'on a gagné vachement de temps la dernière fois grâce à des gens qui l'avaient fait dans le chat et qui nous ont aidés à ne pas faire 8000 fois le tour du désert, sachant que environ toutes les secondes et demie, on tombe sur un combat. Donc là, on devrait pouvoir aller un petit peu plus vite. Voilà, le programme de la journée. J'espère que tout le monde a passé une très bonne semaine et que tout le monde est en long week-end parce que demain c'est le 8 mai et ici en France c'est férié. Et ça c'est quand même une excellente nouvelle. Demain lundi férié et demain lundi de gazette. Et ça aussi c'est une autre bonne nouvelle. J'ai fait une gazette qui sortira demain. J'ai changé des trucs, non c'est bon. J'ai touché mon micro. Non, boulot par ici, pas férié pour moi. Ah là là, j'ai de la chance, moi je suis vraiment la cadre de bureau qui profite de tous les jours fériés, même de tous les ponts, parce qu'on nous pique des RTT pour faire des ponts imposés, mais c'est quand même plutôt pas mal. Repos aujourd'hui, mais boulot demain. Ah là là, bon courage. La gazette va faire du bien, merci. Bon courage tout le monde. Alors, l'actualité de King au mois d'avril, en vrai ça va aller vite parce que justement la gazette qui sort demain, elle fait 6 minutes je crois. Je bosse tous les jours en même temps, férié pour moi, mais travail samedi prochain. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent le week-end ici, hein, quand même. C'est marrant. C'est peut-être un truc de lecteur, de travailler le week-end. Le week-end, a priori, selon ce qu'on fait. Week-end ou nuit, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent de nuit aussi, dans la commu. C'est peut-être des moments où on a plus de temps pour lire. Je vois ça, c'est peut-être très cliché, mais je vois ça un peu comme ça. Alors, on était sur l'actu de King en avril. Je reprends mon conducteur, qui ne s'ouvre pas au bon endroit. On est là. C'est bon, ça s'est ouvert. Et normalement, vous l'avez aussi. Ok, vous l'avez aussi. Premier point, cette saga incroyable entre King et Musk sur Twitter. Ça avait commencé auto-entrepreneur perso, donc les jours fériés, ça existe vraiment, je fous. Oui, après, en fonction de ce que tu fais, moi j'ai des amis qui sont aussi auto-entrepreneurs. Et donc ça veut dire qu'en fait, t'es prêt à bosser un peu tout le temps. Donc ils sont freelance, quoi. T'es prêt à bosser un peu tout le temps, et en même temps, les jours où tu veux pas bosser, tu bosses pas. Il y a cette espèce de souplesse, mais qui te décale un petit peu des personnes qui, comme moi, travaillent en bureau. Ça, c'est sûr. Donc la saga Musk-King sur Twitter, pour récapituler un tout petit peu, quand Musk a racheté Twitter, il a tout de suite dit la certification va devenir payante. Il y a des problèmes à ce que la certification soit payante, notamment en termes de reconnaissance, de légitimité des comptes à donner des infos ou à dire des choses, ou au moins la certification, elle permettait de dire ok, ce compte qui publie des données, c'est le compte de l'OMS, donc ça me certifie que c'est un compte sérieux et que les données sont vérifiées, pareil pour les médias, ce genre de choses. Musk a effectivement arrêté tout ça. Quand il a dit qu'il allait l'arrêter, King a dit jamais je ne paierai pour être certifié, d'autant que Musk avait annoncé ça à 20$. Et après, dans un échange un peu rigolo, alors j'en avais parlé là en novembre, dans un échange un peu rigolo, Musk avait dit et bah du coup si tu veux pas payer 20$, je te propose 8. Et c'est ce qui s'est passé au final. La certification est devenue payante sur Twitter à hauteur de 8$ par mois. Le problème étant que il y a des changements. En vrai, il y a des changements tous les 3 jours sur cette histoire de certification. Là, l'histoire, c'est que toutes les personnes qui n'avaient pas payé Twitter Blue, donc c'est prendre un abonnement à Twitter Blue, donc c'est vraiment payer 8$ par mois pour juste avoir la coche bleue.
Sachant que la coche bleue, à un moment donné, ça marquait cette personne à payer, à un moment donné, ça marquait cette personne soit à payer, soit est un ancien compte certifié. Là, en ce moment, je crois que c'est marqué cette personne est certifiée. Ça dit pas si c'est payé ou si c'est quelqu'un d'autre qui a payé pour cette personne, parce que au moment où toutes les personnes qui n'avaient pas payé ont perdu leur certification, donc leur petite coche bleue, King, lui, il l'avait toujours. Et il n'était pas le seul à toujours l'avoir, d'autres l'avaient aussi, et il se trouve qu'en fait, c'est Elon Musk qui lui a payé, parce qu'il dit mon compte Twitter dit que j'ai souscrit à Twitter Blue, c'est pas vrai. Mon compte Twitter dit que j'ai donné un numéro de téléphone, c'est pas vrai. Et en fait, Elon Musk a expliqué qu'il avait payé lui-même pour des personnalités, pour que ces personnalités aient toujours ce petit badge bleu. Ce feuilleton Musk King, bientôt adapté en série, le nouveau feu de l'amour. King a dit, c'est eux qui devraient me payer pour être sur Twitter. Oui, il avait dit ça à l'époque. Et là, en réponse au fait que Musk a payé pour son compte, pour son badge bleu, il a dit qu'il ferait mieux de donner de l'argent à des caisses pour aider les personnes en Ukraine. Ce à quoi Musk a répondu, j'ai déjà donné 100 millions, donc je peux aussi payer des coches bleues. Et King a dit, ok, tant mieux, c'est bien si tu as donné 100 millions. Donc toute cette histoire a quand même beaucoup fait parler, parce qu'elle est assez représentative de ce qu'est Musk et du peu de sérieux qu'il met sur un réseau social qui est extrêmement important, qui est quand même un outil de communication stratégique, politique. N'oublions pas que là, pendant la crise Covid, les tout débuts, le confinement et tout, les annonces étaient faites sur Twitter avant d'être faites à la télé ou à la radio ou sur ce qu'on appelle les médias traditionnels qui sont les grands médias. Twitter, c'est pas que un réseau social, c'est un outil de communication. Et Musk s'en sert que comme un jouet. Et donc ça, toute cette histoire, et notamment tous les échanges avec King, ça a attiré l'attention de pas mal de monde. Et donc il a répondu à une interview sur Slate. Là, je vous récapitule un peu tout ce que je viens de dire, en gros. Donc le contexte de King sur Twitter et de ce sketch, hein, c'est vraiment un sketch en plusieurs actes avec Musk. Et là, je vous traduis l'interview. King a une vision des choses qui est celle d'un homme blanc aux États-Unis de 75 ans, où il voit pas vraiment quel impact vraiment. En fait, pour lui, il dit Musk, j'aime beaucoup plein de choses qu'il fait, juste il a pris Twitter pour un jouet, mais c'est pas trop mon problème. En vrai, c'est beaucoup plus grave que ça, mais il avait déjà pris position contre le paiement de la certification pour justement permettre aux gens de bien identifier qui a la légitimité de prendre la parole sur quel sujet. Ça, après, je vous dis, en fait, King, à son âge, il a un peu d'autres chats à fouetter, je pense. Donc voilà, donc ça, c'était dans les news de cette semaine. Côté ses éditions, on a Carrie en livre audio, qui arrive fin mai 2023, et c'est marrant parce que Carrie, c'est le premier roman publié de King. Il n'existait pas encore en livre audio en français, donc il arrive chez Audiolib le 24 mai, juste avant Contes de Fées, si je ne m'abuse, parce que Contes de Fées arrive le 31 mai. Mais ça, on le reverra à la partie agenda. Et en parlant de Carrie, normalement j'ai autre chose pour vous à propos de Carrie, et je sais que Dead Hunter, tu l'attends, ou tu l'as pris, je sais plus. L'éditeur britannique de King, Oder and Stoughton, on dirait rien sur la prononciation, a annoncé une version collector du roman Carrie. Donc, alors, collector pourquoi ? Parce que c'est une inédite et qui a peu été et qui va être uniquement imprimée pour le nombre de commandes. Donc il n'y aura pas de réimpression. J'ai préco cette mocheté tout à fait. C'est ça de collectionner, écoute. Donc en effet c'est pas très joli, même les cartes là qui sont des citations du livre sont pas incroyables, c'est très subjectif, hein. Il y a un petit badge et tout. La chose qui est intéressante dans cette édition là, c'est qu'il y a un question-réponse avec King à propos de Carrie. Et donc ça veut dire que c'est une interview récente de King par rapport à ce qui est son premier roman publié et ce qui a littéralement lancé sa carrière, parce que c'est grâce à l'adaptation de Carrie juste après sa publication qu'il a littéralement décollé et au cinéma et en librairie. J'ai vu d'autres personnalités qui ont été dans la même situation de « j'ai gardé l'assertif alors que je n'ai pas payé ». Et Elon, en Grand Prince, qui répond « je paie pour toi ». Edgar Wright, notamment. Oui, réel de la trilogie Cornetto. Ouais. Et en plus... En fait, ça pose un sujet de consentement aussi, parce que ces personnes-là, elles s'affichent en tant que certifiées, elles n'ont rien demandé. Avant, elles l'étaient parce que
on leur avait attribué en tant que personnalité. Là, on leur attribue en tant que personne qui mérite, parce que maintenant, c'est presque du mérite. Enfin, c'est moins du mérite, c'est plus du... Soit j'ai les moyens, soit, en fait, pourquoi pas, je suis un peu entendue, alors que de toute façon, sur Twitter, il y a aussi les coches en or, qui sont les coches officielles, par exemple, des médias. J'ai vu des médias avec des coches en or. Donc là, il y a un problème de consentement on leur met un truc qui affiche « j'ai payé ou je donnais mon numéro de téléphone », qui n'est pas vrai, et ils n'ont pas consenti à avoir ça. Parce que il y a aussi quelque chose où Stephen King, avec ses 7 millions d'abonnés sur Twitter, s'il s'affiche avec une coche Twitter Blue et que les gens ont intégré que Twitter Blue était payant, les gens vont aussi... En fait, c'est une façon de faire de la pub pour Twitter Blue, d'afficher la coche bleue partout, parce que plus on verra des coches bleues, et plus les gens en voudront aussi. Et donc les comptes qui n'ont pas demandé à en avoir, ils en font la pub malgré eux. Et ça, c'est pas cool. Conte de fées arrive le 31 mai, tu as dit... J'ai mal compris, je pense. Non, en livre audio. Je parlais du livre audio Carrie, et normalement, le livre audio Conte de fées, il arrive le 31 mai. C'était pas ça? Attendez. Tuc, tuc, tuc. Ou plus tard. Il est par là, normalement. Carrie, Boogeyman, Fléau, Boogeyman, machin. Ah non, le 7 juin, rien à voir. C'est un petit peu, en effet, 24 mai, Carrie. 7 juin, Conte de fées. La question-réponse, on l'aura sur Stephen King France? Non. Bah, en fait, je pense pas. Parce que même si j'arrive à récupérer l'interview, en fait, c'est un contenu qui de base est payant. Donc j'ai un petit peu de mal avec ça. Je pense que je pourrais le résumer pour mettre un peu l'essentiel. Mais vu que c'est quand même une édition... On était où? Vu que c'est quand même une édition collector payante, machin, si moi je m'amuse à reprendre sur mon site gratuitement, enfin faudrait que je leur demande si j'ai les droits, mais c'est pas sûr. Peut-être que je pourrais au moins dire qu'est-ce qu'on a appris. Mais je verrai. Après, il va pas... il sort pas maintenant. Hein. Il est prévu en août. Sachant que je crois qu'ils sont pas très... un peu short sur les délais en général, et que ce sera, à mon avis, plutôt à la rentrée. Et normalement, cette semaine, il y a différentes saisons chez PS Publishing qui sera mis en préco. Ouais. C'est ça que tu disais que tu guettais. Ok pour un résumé, alors. Très bien. Attends, on peut le retrouver, les différentes saisons chez PS Publishing, si on veut montrer ça. Là. J'ai hésité celui-là, et parce qu'il y a Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, qui est mon histoire préférée. Personne ne l'ignore, mais voilà. Elle est là, la préco. Enfin, non, j'ai pas... Il faut aller sur le site, parce que moi, j'avais pas... C'était quand, ça? C'était en mars, début mars, donc le lien n'est pas là. Mais voilà, ça sera mis en préco normalement cette semaine, et pareil en termes de délai, ils sont un peu à la ramasse. Ça va partir très vite. Ouais, ça part toujours très vite, et du coup là, c'est pas comme Carrie, Carrie, c'était... En fait, ils vont imprimer en fonction de la demande. Là, les précos, en général, les éditions limitées de PS Publishing, c'est 200 telle version, 350 exemplaires telle version, et c'est rien du tout, parce qu'il y a des commandes un peu partout dans le monde. Preuve en est, il y a des commandes en France. 1000 exemplaires en 3 fois dans la journée. Et c'est bien qu'ils fassent ça, parce que ça montre aussi qu'ils se rendent compte qu'il y a différentes timelines, dans le sens où il y a plusieurs personnes. Bienvenue Zeno, merci pour ton follow. Ça montre qu'il y a des gens de multiples pays, donc sur multiples fuseaux horaires. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc les ventes qui des fois sont à 10h du matin, dans certains pays, c'est des horaires qui sont complètement inaccessibles. Et après, il y a aussi les horaires de travail. Donc 3 fois dans la journée, c'est bien qu'ils fassent ça. Les éditions illustrées de PS Publishing, elles sont tellement magnifiques à chaque fois. Ouais. C'est l'enfer et c'est cher. Hein. Moi, j'évite vraiment de sombrer là-dedans. J'avais craqué pour la version allemande de ça. Alors, attendez, elle est où? Je sais pas si... Je vais pas du tout le trouver en tapant ça. Je sais jamais comment retrouver... Le problème avec ça, c'est que c'est vraiment pas un bon mot-clé à rechercher, quoi. J'espère que je bosserai pas pour faire F5 en boucle devant mon écran. Bah ouais, tu m'étonnes. En vrai, Dead Hunter, si t'as le jour, si je suis en télétravail, je peux faire F5 avec toi. Hein.
On s'arrange. Bon, bref, c'est fou, hein. Faut que j'améliore le moteur de recherche de ce site. Les adaptations. Là, alors, on va pas parler de Salem. On sait pas où en est Salem. Salem a disparu des radars complètement. Littéralement, tape S. Mais oui, c'est S. Mais après, tu vois, S... Attends. S tout seul pour l'édition allemande. Après, je l'ai, hein, en vrai, il suffirait que j'aille la chercher. Elle est là. Non, elle est pas là. Je suis même pas sûre d'avoir mis S. C'est quoi? Si ça donne rien, je vais la chercher. Non, je vais pas aller la chercher. Bon, bref, peu importe. De toute façon, elle est passée. C'est fou quand même qu'on la retrouve pas. Surtout qu'elle est pas vieille. Oui, incroyable pour la version allemande de ça, les illustrations étaient magnifiques. Par contre, au bout de 150 pages, je me suis rappelé que je ne comprenais pas l'allemand. Moi, écoute, je l'ai reçue. J'ai fait des photos, des vidéos en disant « Ouh là là, elle est jolie ». Je l'ai mise en avant dans ma bibliothèque où vraiment on voit pas la tranche, on voit vraiment le devant. Et c'est fini, quoi. Tape allemande. Alors, ouais, j'ai tapé allemand, mais c'est peut-être allemande. Je suis con. Parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai tapé allemand en me disant j'ai dû écrire que c'était en allemand. Non, tu vois, on trouve... En vrai, ça se trouve, je les ai publiés sans faire exprès, mais ça m'étonnerait. La mienne est toujours sous blister. On sent les collectionneurs. Bref. The Boogeyman. Donc, je disais Salem, sortie des radars. On verra si le truc sort un jour et sur quelle plateforme, et notamment en France. Et je dis notamment en France parce que là, typiquement, la nouvelle adaptation des Enfants du Maïs, je l'ai vue de façon complètement illégale, parce qu'en France, elle est pas du tout disponible de façon légale. Donc on est un peu lésé là-dessus. Après, je sais que les droits mettent du temps, surtout qu'ils ont l'air un peu relous sur les droits en ce moment. Typiquement, il y a des livres audio dont les droits n'ont pas encore été renouvelés. Les négociations sont un peu compliquées avec l'Europe. Donc il y a des livres audio qui ont disparu des plateformes. Il y a une VF sur le Blu-ray que je ne commanderai pas. Oui, il y a une VF sur le Blu-ray, mais en fait, est-ce que les Blu-ray, ça se vend toujours vraiment, ou est-ce que les gens sont pas vraiment en mode plateforme de streaming? Je sais pas trop. Toujours est-il que ça sort en France. The Boogeyman, c'est le 31 mai en France, c'est le 2 juin aux États-Unis. Donc ça sort un petit peu en avance chez nous, parce que nous, ça sort le mercredi, eux, ça sort le samedi. Faut voir le zonage, ouais, complètement. Complètement. Ce qui est marrant avec The Boogeyman, King, il a vu une preview. Donc là, la news, c'est parce qu'il y a un premier trailer... Non, on a vu le premier trailer ensemble la dernière fois. Là, c'est le deuxième. Je coupe le son. Je vous le mets. Ce qui est marrant avec ce film-là, c'est que King a vu une preview. Enfin, il a vu la même version qui a été diffusée au pré-test. Donc, c'est-à-dire une version quand même assez avancée. Hop, je me suis sûre qu'on est en 1080. Et en fait, ce film, à la base, il devait sortir directement sur une plateforme de streaming. Et quand King l'a vu, il a dit « Non, ça fait peur. Ça, c'est du matériel qui doit se voir au cinéma, dans le noir, avec le bruit très fort. Pas à la maison, où on est déconcentré par le téléphone, par la lumière. » Là, c'est moi qui extrapole un petit peu, mais il a dit « Ne le sortez pas directement en streaming, sortez-le au cinéma. » Et les mecs ont dit, bah ok, en fait, si King il dit sortez-le au cinéma, on va le sortir au cinéma. Donc ça sort au cinéma. Autre anecdote, du coup, ils ont fait des pré-tests aussi, avant les sorties au cinéma. Pendant les pré-tests, c'est littéralement, c'est un film qui étire une nouvelle de 20 minutes, de 20 pages. Donc on va pas juger la fidélité, peu importe. C'est un film qui est là pour faire peur. Ça se sent dès la première bande-annonce, c'est assumé. Et en fait, il y a des jumpscares dans tous les sens. Là, il n'y a pas le son, parce que sinon je vais me faire strike, mais du coup, on se doute qu'il y a du bruit qui fait peur. On se doute là-dessus. Il va y avoir du bruit qui va faire peur. Et en fait, les jumpscares, les gens, après avoir eu peur, le temps de redescendre, ils rigolaient un petit peu, ils discutaient entre eux, et les mecs qui ont fait le film se sont rendus compte que, vu qu'ils discutaient après avoir eu peur, ils loupaient des informations importantes du film. Donc il y a un endroit où, à un moment du film, ils ont rajouté 45 secondes de blabla de vide, parce qu'il y avait une information importante qui était délivrée à ce moment-là, mais qu'elle venait trop près après un jumpscare, après un gros moment de peur, et que du coup les gens passaient à côté.
Et c'est tout. Et tous les médias qui disent le film a été remonté parce qu'il faisait trop peur, machin. Alors, techniquement, c'est vrai, mais c'est extrêmement putaclic. Il n'a pas été remonté pour faire moins peur. Ils ont juste rajouté 45 secondes de blabla pour laisser aux gens le temps de redescendre, de capter l'info et de repartir. C'est comme les montagnes russes. Si, en fait, il faut un moment donné où ça se calme avant de repartir pour vraiment intégrer tout ce qui se passe. C'est la même chose. Il passe pas chez moi. Ah merde! J'ai pas regardé dans combien de salles il sortait, je sais pas du tout si c'est une grosse ou une petite sortie, en effet. J'avoue, j'ai un peu cet avantage de la grande ville du coup. Alors, et sur Boogeyman, on a eu aussi donc ce deuxième trailer, des petites anecdotes et 4 affiches. Ça, il me semble que c'est la grande sœur. J'aime bien parce qu'on le fait comme s'il était vraiment très très grand. A priori, la créature, on va la voir. Ça, c'est assez intéressant de voir quel type de créature ils vont faire, s'ils vont la connecter au Kingverse, sachant que il y a une certaine volonté de connecter au Kingverse ou au moins de faire des clins d'œil parce qu'on a vu que la maison était située au 19 de la rue. Ça, c'est pas anodin. Je regarderai la grande ville à côté, ça reste la campagne. Ouais, c'est compliqué. Tu parles à quelqu'un qui a grandi dans un village de 650 habitants et la grande ville, c'était Auxerre. 45 minutes de voiture, donc c'était pas ouf quoi. Une deuxième affiche. Ne regardez pas en dessous du lit. Là, c'était quoi? Ouais, c'est pas réel, c'est pas réel, c'est pas réel. Ne regarde pas en dessous du lit. Alors que là, il me semble qu'on voit quelque chose en dessous du lit, ici, n'est-ce pas? Laissez les lumières allumées. Et encore la petite fille. Laissez les lumières allumées. Voilà, on a 4 affiches. Elles sont cool, les affiches, en vrai. En parlant d'adaptation, je suis en train de regarder la mini-série Le Fléau de 94. Eh bien, je dois être bizarre, mais je la préfère à la version de 2020 avec le Las Vegas BDSM. En fait, ça dépend selon quels critères tu la préfères. Je trouve qu'elle vieillit pas si mal, elle est juste archi longue. C'est écrit par quelqu'un qui n'est pas censé écrire des scénarios et adapté par quelqu'un qui est trop copain avec King pour lui dire « Là, ça, c'est pas bien parce que ça rendra pas bien à la télé. » Pourquoi pas? Moi, j'aime bien la nouvelle version, si ce n'est en effet ces choix un peu raccourcis qui dénaturent un petit peu le propos de King, notamment sur le côté Las Vegas, c'est que la perversion. Dans le roman, c'est un peu plus nuancé que ça, mais je pense que j'aime bien les deux. Elle est 2 fois moins longue que la dernière série quand même. Après, oui, enfin, c'est pas la même chose entre une série de, je crois, 8-10 épisodes et un téléfilm en 3 parties. Oh, merci Julien. Bonjour tout le monde. Merci pour le raid. Je crois que vous étiez sur Madden. Là, ça change un petit peu. On est en train de parler de King, de Stephen King. C'est le premier dimanche de chaque mois, live Stephen King. Et oui, j'ai vu que tu étais en live tout à l'heure. Mais surtout, le montage sur les premiers épisodes, c'est pas regardable. Ouais, j'avoue. Je te les ai prévenus. Mais oui, de toute façon, après, j'espère que tu parles un tout petit peu de King quand même dans ce que tu fais. Et bonjour, et j'espère que ça va, que tu récupères bien de ton marathon ce matin. Et encore félicitations pour ton record personnel explosé. C'est trop bien. Je ne peux plus marcher, mais sinon ça va. Écoute, c'est pas grave, t'as pas besoin de marcher pour jouer à des jeux vidéo. Oui, mais je la préfère largement la mini-série The Shining de Mick Garris aussi. Ah ouais, mais The Shining, c'est compliqué. The Shining, c'est compliqué ne serait-ce que parce que y a un mauvais casting d'enfants, en fait. Un marathon des enfants du maïs, j'espère. Je sais pas ce qui est pire. De courir un vrai marathon en 3h15, je crois, ou de faire tous les films des enfants du maïs. À voir. Sur les adaptations, toujours, on parlait Blu-ray et DVD, ça tombe bien. On a ceci, le film Creepshow, qui est donc le film, un vieux film, hein, qui est scénarisé par King et réalisé par George Romero, rien que ça, qui est sorti en 80, c'est ça, arrive cette année dans une version ultra collector. Il y a plusieurs options disponibles, il y en a 3 notamment, par Scream Factory. T'as plus mal aux fesses. Oui, t'as peut-être plus mal aux fesses avec Children of the Corn. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Scream Factory. J'ai un lecteur Blu-ray DVD dézoné en partie pour eux, parce que, en général, les bonus sont vraiment de très bonne qualité, sont souvent inédits parce qu'ils se contentent pas de récupérer des anciennes choses, ils font beaucoup de grosses sorties collector avec des interviews récentes, ou vraiment des choses très inédites, ils vont récupérer des droits. Ah oui, 82 le film, oui j'ai dit 80 parce que j'ai vu
80 là, mais c'est les années 80. Merci Dadunter. Non, le marathon Les Enfants des Maïs, c'est uniquement diffusé à Guantanamo. Non, ça va déraper. Cela, il va déraper. Bref, Creepshow, dans plusieurs versions collector chez Scream Factory avec des posters, des autocollants, voilà, des choses volontairement en rétro. Là, on voit comme les autocollants Panini qu'on avait quand on était gamin. C'est exactement la même chose. 3 versions sur le site de Scream Factory. Ça sort. Est-ce qu'ils ont mis une date ou pas? Moi, j'ai ça, qui est... Par exemple, si on va choper ça, c'est sorti. Non, ça sort le 27 juin. Mais ça se préco. Et en vrai, c'est vraiment de la bonne qualité ce qu'ils font. Ah oui. Oui, c'est vrai. Oui, NECA a sorti une figurine. Enfin, sort cette année une figurine pour les 40 ans du film. Ouais, mais du coup, c'est 83. Ah, qui est sorti en fin d'année, oui, d'accord, ok. En fin d'année dernière. Moi, je me perds dans les figurines. Hein. En vrai, tu serais pas là, je saurais pas à quelle figurine on en est. C'est le premier avec King en acteur ou le 2, je sais jamais. Alors, King, son premier caméo, c'est dans un film de Romero. Est-ce que c'est son premier... Attends, c'est quoi? Ça va être très simple. En tant qu'acteur dans ses propres adaptations. Donc ça, c'est dans le film de Romero, qui s'appelle Knight Riders. Et en effet, du coup, c'est le deuxième. Le premier dans un film à lui. Le deuxième, c'est dans La mort solitaire de Jordi Verrill, qui est l'adaptation de Mauvaises Herbes, en effet. En fait, oui, si c'est Knight Riders, mais ça dépend si on parle de le premier dans ses adaptations ou pas. Parce qu'il en a fait plein dans ses adaptations. Il en a fait... Là, on en compte... Avec la dernière qui est le fléau, on en compte 26. Et j'ai passé vite, volontairement, parce qu'il y en a qui spoil. Mais ça serait dommage de spoiler. Après, je me doute qu'ici, beaucoup de personnes ont vu, mais la dernière, c'est dans la série Le Fléau qu'on le voit. Et il est un poil moins facile à trouver, donc c'est plus subtil. Et ça, c'est rigolo. Sur les adaptations, on a eu des noms pour le casting de Welcome to Derry qui avancent. Alors c'est marrant parce que depuis ces noms-là, qui datent quand même du 6 avril, donc plus d'un mois, on a plus d'infos. Ouais, on sait que... Alors, je rappelle, on sait que Bill Skarsgård ne sera pas dedans. Ce n'est pas parce que Bill n'y est pas qu'il n'y aura pas de clown. Ce qui a beaucoup dérangé beaucoup de personnes, parce que tout le monde est parti du principe qu'il n'y aura pas de clown. Cependant, moi je pense que parce que Bill n'est pas là, ça indique qu'il n'y aura pas de clown, parce que l'histoire c'est Derry, et l'histoire c'est ça, et le clown n'est qu'une des formes de ça, et donc ils peuvent très bien, vu que ça se passe à peu près dans une autre époque, ils peuvent très bien décider de représenter le mal, ou faire un mal invisible d'une autre façon. Sinon, on a eu des noms au casting. On a Taylor Page, qu'on a vu dans Zola, Giovanna Depo, qu'on a vu dans Watchmen, Chris Chalk, qu'on a vu dans Perry Mason, et on a James Remar, qu'on a vu dans Oppenheimer. J'ai bien aimé dans le Flow 2020 son apparition. Exactement, apparition avec des guillemets. J'ai beaucoup aimé ce caméo. Oui, c'est marrant. C'était assez marrant. On le savait avant, quand on suit un peu l'actu, on savait que du coup, il était dedans. Mais oui, c'est rigolo. Il l'avait dit très tôt dans la production qu'il serait dedans. Et on a aussi Madeleine Stowe et Steven Ryder. Alors moi, honnêtement, je ne pense pas, à part Chris Chalk, je pense pas avoir vu déjà ces gens ailleurs. Pas en tout cas dans des adaptations de King, parce que souvent il y a ça aussi, on s'amuse à reprendre des acteurs et des actrices d'un côté et de l'autre. En vrai, elle est censée sortir, ils l'ont annoncé officiellement, James Remar, il me semble, ils l'ont annoncé officiellement pour 2024, et là on n'a aucune image qui n'a... Ah mais si, oui, alors j'ai dit Chris Chalk, mais j'ai confondu avec James Remar. Il est joué dans un King, lui ? Attends. Mince, je mets juste King, genre... Welcome to Derry, oui, ok, oui. Les Contes de la Nuit Noire.
Ah putain, c'est marrant, je me souviens pas du tout de ce truc-là. Ah oui, parce qu'il y a la nouvelle Un chat d'enfer, mais est-ce qu'il est dans l'adaptation, dans cette partie-là? Oui, ok. Putain, toi, ça c'est encore un truc que j'ai pas vu. Quand je dis que je m'intéresse très peu aux adaptations... Non, il est pas dans la partie qui adapte King, mais en effet, il est là. Oh putain, Christian Slater, c'est rigolo ça. Très bien. Donc on a des noms, on sait que ça sort en 2024, on a à peine un synopsis officiel et on a quand même Enfin, on n'a pas d'images. Rien du tout. Même pas des images volées du tournage. Pour l'instant, il n'y a pas de promo. Donc c'est assez... C'est vraiment très très obscur, ce qui ne veut rien dire sur la qualité de la série, c'est juste étonnant pour quelque chose qui est autant attendu. Je suis très curieuse aussi de cette série. En fait, on sait pas du tout ce qu'ils vont faire, avec quel matériel. Moi, j'ai quand même bien aimé, alors beaucoup plus la version 2017 que 2019, du coup le chapitre 1 que le chapitre 2, ce qu'ont fait les Muschietti avec ça. Là, c'est en partie la même équipe. Donc c'est vraiment étiré tout ce qu'ils ont fait avec les films. Et pour ça, ça peut être cool, parce que j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Ils peuvent inventer, c'est pas très grave, tant que ça reste à peu près cohérent. Ils peuvent essayer de se servir d'autres choses du Kingverse. Mais est-ce qu'ils connaissent bien le Kingverse ou pas? Je sais pas. On verra. Après, il y a des consultants, hein, ils sont pas trois à écrire, donc il y a moyen de faire des choses sympas. Et donc ça sera 2024 sur la plateforme de streaming de Warner, si rien ne change. Toujours adaptation, côté planche cette fois-ci, est actuellement en tournée au Royaume-Uni, une adaptation de The Shawshank, de Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, qui est la nouvelle du recueil Différentes saisons, qui a donné le film Les Évadés. Je pense que c'est une très bonne idée de faire ça sur les planches. J'adorais le voir, j'aurais adoré le voir en France, peut-être qu'un jour, mais enfin on a un tout petit pays, la France, donc pour une grosse pièce comme ça, c'est pas évident. C'est vraiment une très très bonne idée, et il me semble qu'il y a des représentations jusqu'en août, et que là c'est parti en tournée, et que ça commence à aller Irlande-Écosse. Donc à voir si vous êtes là-bas, si vous avez l'occasion d'aller là-bas, si vous pouvez y aller exprès pour ça, c'est tout ce que je vous souhaite. On a eu Dolores Claiborne quand même, on a eu Misery aussi, moi j'ai vu Misery à Paris, qui a été un peu écourté parce que ça n'a pas très bien marché, mais que j'avais beaucoup aimé. Et en parlant de planches, des choses aussi et de écourtées, en 81, c'est joué... Non, en 80, c'est plus tard que ça. En 88, comédie musicale Carrie à Broadway. Gros échec commercial. Elle s'est jouée juste 3 jours parce qu'elle a commencé le 12 mai, elle s'est terminée le 15 mai. Avec seulement 16 avant-premières et 5 représentations. Un truc qui a coûté plus de 7 millions de dollars aux personnes qui ont produit ça. C'est un des échecs de Broadway les plus rapides et les plus coûteux. Il y a un podcast en... Combien d'épisodes? En 10 épisodes, qui était revenu sur l'histoire de cet échec, donc de l'adaptation, de la production, aux représentations et à la fin, parce que démoli par les critiques. Et le podcast a publié ce qu'ils ont fait en audio, en version livre, en anglais, aux éditions Metuan Drama. Ah ouais, chaud. J'ai pas réussi à trouver de captation de ces pièces. Non, mais je pense pas, hein. En vrai, 5 représentations, c'est avant-premières, je suis pas sûre que... À de ces pièces de Misery et Dolores Claiborne, tu veux dire non, il y en a pas eu? Je crois pas, hein. Une version tête de Rage, ça paraît pas déconnant non plus, bien qu'avec la polémique qu'il y a autour. Il y a pas de polémique autour de Rage. C'est King qui a décidé parce qu'il voulait pas... en fait, il voulait arrêter les raccourcis des gens qui disaient « ils ont lu ça, donc ça les a inspirés ». Et il voulait aussi éviter que ça donne de matière à réfléchir aux personnes qui portaient un peu ces démons en eux. Donc il voulait être sûr de ne pas participer à ça. Après, il y a une partie de lui, il l'a dit dans une interview il y a quelques années, qui regrette d'avoir dû faire ça, qui regrette pas de l'avoir fait, mais qui regrette d'avoir dû le faire, parce qu'il pense que ce livre, il permet aussi de voir un peu la psychologie de ce type de personnes, enfin au moins d'une partie de ce type de personnes. Alors là on parle d'adolescents qui font des tueries dans des lycées, et une façon de les approcher, une façon de les comprendre, pour avoir une façon un peu de les aider, entre guillemets, ou de se sensibiliser à des alertes
qu'on pourrait avoir. Un ado qui lit ça, c'est pas forcément un ado qui va les tuer. Un ado qui lit ça, ça va être un ado qui va aller repérer des comportements un peu bizarres, un peu atypiques, un peu précurseurs ou un peu alarmistes chez ses camarades. Et lui, il regrette plutôt cette partie-là. Après, il n'y a pas vraiment de polémique autour de ça. Et Rage a été fait au théâtre, mais dans une université. Bon, je l'ai plus. Dans une université aux États-Unis, où ils ont fait une représentation, mais vraiment juste en interne et puis pour quelques parents, qui justement visait à sensibiliser à ces sujets-là et au traitement des enfants, parce que la plupart de ces personnes-là sont en fait des jeunes qui n'ont pas été pris en charge assez rapidement par les responsables étant autant les parents que les personnes au lycée, les profs, les CPE, les proviseurs, les conseillers d'éducation, qui ne se sont pas rendus compte, ou qui n'ont pas assez pris au sérieux, ou qui n'ont pas assez accompagné des ados qui n'allaient pas bien. Je sais, mais du coup, vu que le livre n'est plus édité, c'est peut-être compliqué de pouvoir l'adapter. Personnellement, je l'adorais et le trouve au contraire terriblement humain. Oui, c'est vrai que je sais pas en termes d'adaptation comment ça se passe, quand un livre est plus édité. Oui, intelligemment en plus, mais je crois que c'était dans une université où il y a déjà eu une fusillade, et que l'idée c'était vraiment de faire en sorte que ça soit pas un tabou. Alors ça s'est pas passé tout de suite après, hein, ça a mis quelques années, mais de dire ok, on continue à en parler, sous quelle forme on en parle et quelle approche on en a. Et c'est vraiment cool, en effet, d'avoir fait ça. Sur le reste de l'actu, côté un peu divers, il y a eu, si vous aimez La Tour Sombre, si vous aimez vous faire spoiler La Tour Sombre, le podcast La 19e Palabre, on a publié notre 4e épisode le 19 avril, parce que c'est chaque 19 du mois. On publiera le 5e épisode le 19 mai, parce que c'est chaque 19 du mois. Et en juin, j'y reviendrai tout à l'heure dans la partie agenda, en juin on fera un live ici même pour pouvoir parler théorie, concept, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, pourquoi on aime bien Roland, pourquoi on n'aime pas Roland, et ce genre de choses. Dans un live full spoil, le 5 juin à 21h sur cette chaîne. J'y reviens tout à l'heure dans l'agenda. Et aussi, je voulais vous dire, tout ce qui se passe ici en lien avec King est toujours mis en replay sur la chaîne YouTube de Stephen King France, qui est là, hein, c'est facile, c'est youtube.com Stephen King France. Notamment, ceci, le RPG Dark Tower, la première partie, où la plupart des personnes qui sont ici étaient là aussi à ce moment-là. C'est la première partie, normalement on finit la deuxième aujourd'hui, voilà. Si vous loupez les lives, ou si vous loupez le début, vous loupez la fin, machin, tout ce qui est en rapport avec King, ça finit sur la chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube de Stephen King France. Parce que sur Twitch, il y a les replays, mais les replays restent 2 mois, je crois, donc vous pouvez aller sur YouTube. Autre podcast, nouvel épisode, Le Roi Steven, on a fini avec désormais notre nouvelle recrue, qui est Dulcamara. On a terminé la trilogie Mister Mercedes, avec Mister Mercedes, Carnet Noir et Fin de Ronde. Donc on a publié l'épisode consacré à Fin de Ronde le 12 avril. Et pareil, c'est évidemment sur toutes vos applis de podcast. Ça spoil la trilogie, ça spoil tous les livres qu'on a déjà fait avec... Enfin, potentiellement tous les livres qu'on a déjà fait avec le roi Steven, mais là, surtout la trilogie. Oui, je peux aller avec tout un live sur Twitch, il reste tout le temps, mais... Et du coup, il faudrait que je le fasse pour tous, en vrai, tu vois. Je cherche pas forcément... Vu que ça, c'est en replay sur YouTube, je préfère que les gens aillent regarder sur YouTube et commenter sur YouTube, où l'algo est un peu plus favorable, et où il peut y avoir vraiment... En plus, vu que tu peux commenter, tu peux reprendre la discussion. Les replays sur Twitch, tu peux pas trop. Donc ça, c'est dommage. Donc ça me va que ce soit pas en highlight. Après, je pourrais le faire pour ces trucs mensuels-là. T'as pas tort, j'irai regarder. Parce que là, tu vois, je le mets... les trucs... c'était mon live mensuel, c'est ça, du 2 avril, donc sur l'actu de mars. Je le mets en highlight sur la chaîne YouTube, ce truc-là. Donc je pourrais le faire pareil sur Twitch. C'est possible, j'irai regarder, merci du tips. Côté parution autour de King, on a Rokirama qui sort une nouvelle collection de livres de poche qui est là pour raconter la petite histoire derrière les grandes histoires, c'est-à-dire faire un peu de qu'est-ce qu'on sait de ce film-là. Le premier livre sort le 23 mai et il est consacré au Shining de Stanley Kubrick.
Je l'ai pas vu encore, j'ai échangé avec eux, ils vont me l'envoyer. Normalement, j'en aurai à vous faire gagner. Ça a l'air très bien. Après, évidemment, c'est une adaptation, hein, donc c'est une interprétation et une histoire d'une adaptation d'un King. Donc c'est le lien avec King est toujours de plus en plus éloigné, mais c'est cool. Rokirama, ils font vraiment des bonnes choses en plus. Donc je pense que ça va être un bon bouquin à avoir. En plus, il est pas cher parce qu'il est à 9,90, donc c'est vraiment un prix de livre de poche. Et il me semble qu'il a quand même... Le nombre de pages était marqué 112 pages, donc c'est cool. Les podcasts du Roi Steven, je les écoute vraiment dans le désordre, car évidemment, je les livre. Bah oui, bien sûr. Oui, et puis ils sont faits aussi un peu pour ça, hein. Tu peux écouter des épisodes d'il y a 3 ans, parce qu'on a parlé d'un livre que tu viens de finir. Ils vieillissent plutôt bien. Ah, on parlait tout à l'heure d'édition limitée. Cemetery Dance avait publié une édition limitée de The Stand, qui est le fléau, en français, avec des illustrations. Et là, aujourd'hui, les illustrations sont disponibles dans un portfolio, donc tout seul, hein, c'est juste des illustrations dans une pochette, en carton, en édition limitée et signée. Je pense que c'est ça, c'est déjà sold out. Donc on peut quand même aller voir à quoi ça ressemble. Mais moi je les aime pas trop en vrai. Je suis pas archi fan de ce que fait Cemetery Dance. C'est Vaillancourt, c'est ça. C'est fort possible. Entre autres, Glenn Shelburne, Ned Damron et François Vaillancourt. François Vaillancourt qui est très gentil, hein. C'est un Français, il est sur les groupes Facebook de fans de King et il discute avec tout le monde. Il est pas là pour faire sa pub ni rien, il est très très cool. Vraiment, c'est bien d'avoir des gens qui collaborent entre guillemets à des projets qui sont officiellement King et qui soient abordables. C'est assez chouette. Côté produits dérivés, on a eu pour la première fois un produit dérivé sous licence Maximum Overdrive. Je crois que j'ai trop d'onglets et ça va pas s'ouvrir. Attendez, hop, je ferme tout ça. On ferme. De toute façon, c'est bientôt la fin. On va laisser ça ouvert. Le camion, il est trop bien. Moi, je le trouve trop beau. Alors moi, je suis une petite fille qui a grandi avec des camions et des voitures parce qu'on est très, très... Mon père est chauffeur routier. Ma mère et mon père se sont connus parce qu'ils faisaient de la moto. Tout le monde dans ma famille a une moto. On aime les sports mécaniques. J'ai grandi entre Prenois et Manicourt. On aime les tut-tut et les poètes-poètes. Et ce camion, je l'adore. Il est trop beau. Faut que je le chope, mais tellement... Voilà. Je trouve ça trop cool qu'ils aient sorti... qu'il l'ait sorti. Le souci, c'est que je vais avoir envie de l'acheter pour mon neveu pour qu'il joue avec, mais que c'est pas du tout... C'est un camion pour collectionner, c'est pas un camion pour jouer, surtout à 125$. Et à mon avis, avec les frais de douane qui vont avec. Il est trop cool. Mais oui, avec le Green Goblin devant, il est trop trop cool. Il est super beau, hein. J'ai vraiment hâte de... Là, c'est des photos, en plus, je pense que c'est des photos et pas des maquettes. J'ai vraiment hâte de le voir de plus près, un peu les finitions, si les portières s'ouvrent, l'intérieur aussi, parce qu'on n'a pas de photos de l'intérieur. Donc, j'adore les camions, j'adore les voitures, j'adore les motos. Je trouve ça trop cool. Ça change parce que, bon, d'accord, il y a un clown, mais c'est pas de leur faute s'ils ont mis un clown dans le film à ce moment-là, mais c'est trop cool. Enfin, un produit dérivé qui change de Gripsou, merci. Et en parlant, entre guillemets, de produits dérivés, ça je crois que j'en avais parlé un petit peu la dernière fois, le nouvel almanach / calendrier. En fait, c'est un almanach annuel qui à chaque fois a un thème en lien avec King. En 2020, c'était le fléau. En 2021, c'était les adaptations de King en général. 2022, c'était la ligne verte. Là, 2023, cette année, c'est Creepshow. Ça a été annoncé pour 2024 que ce serait Brume. Alors, c'est 100% en anglais, donc c'est assez peu abordable. Je trouve que c'est pas d'une extrêmement bonne qualité, que c'est souvent pas très joli. J'en veux pour preuve... Après, c'est vraiment une question de goût, hein. C'est très personnel ce que je suis en train de dire. La couverture qu'on voit là. Et surtout, alors forcément, je peux pas m'empêcher de le remarquer. Là, pour l'instant, les contributeurs qui ont été annoncés pour cette version-là, 100% des mecs. Voilà. En parlant de Maximum Overdrive, j'ai un DVD en mode Camoulox chez moi. C'est Les Enfants du Maïs, sauf que ça s'appelle Conte Macabre. Et derrière, c'est écrit par le réalisateur de Maximum Overdrive et Kujo. Il n'y a rien qui va, quoi. Alors, le réalisateur de Maximum Overdrive, c'est King. Et le réalisateur de Kujo, c'est pas King. Mais non, c'est trop drôle, ça. Attendez, il faut qu'on trouve ça.
Comment je peux retrouver ça? Genre, c'est un éditeur de Blu-ray DVD qui s'est planté, qui a sorti un truc comme ça? Comment je peux retrouver ça? Ça va être lequel? C'est un truc en français? Oui, John Woodward, bah ouais. Les Contes Macabres, il y a d'autres nouvelles dedans, c'est pas que Children of the Corn. Bah ouais. Mais c'est surtout par le réalisateur de Maximum Overdrive et Kujo, en fait. C'est renseigne-toi, je sais pas. Et comme quoi, hein. Franchement, on peut vraiment mettre n'importe quoi sur ces trucs-là. Bon, tant pis. Il nous reste l'agenda, et après on pourra partir sur le RPG Dark Tower. Il est où l'agenda? Il est là. Je t'envoie les photos sur Instagram si tu veux. Oui, envoie-les-moi. Et puis, alors, est-ce que je suis connectée à mon compte Instagram ici? Je ne crois pas. Je suis connectée et tu peux. Ah, là tu m'as mentionné dans une story. C'est pas la même chose. Mais tu peux. Je fais l'agenda et après on ira regarder ça. Si ça te va. L'agenda, ça va être rapide. Je l'ai ouvert où? Je l'ai ouvert là. Dimanche 7 mai, le live Twitch. C'est maintenant. Et après, on finit. Enfin, normalement, on finit le RPG Tour Sombre. J'ai aucune idée de à quel jeu on jouera après ça. On verra bien. On en parlait le 24 mai. Carrie en livre audio en français chez Audiolib, qui dure 7 heures et des poussières et qui est lu par Audrey Sourdive. The Boogeyman, l'adaptation de la nouvelle Le Croque-Mitaine qu'on trouve dans le recueil Danse Macabre le 31 mai en France, le 2 juin, seulement le 2 juin aux États-Unis. Le Fléau en comique, le tome 6, normalement c'est le dernier des éditions Delcourt parce qu'ils ont tout réédité, les 12 tomes, ils les ont réunis en 6 tomes et ils ont tout republié. Donc là c'est le dernier, c'est le tome 6, le 1er juin 2023. Et après, si on avance encore un petit peu, le 4 juin, donc le premier dimanche de juin, on refait ce live Actu de King où on débriefe l'actu du mois de mai et on joue à un jeu inspiré de son univers. Alors je sais pas encore lequel parce que ça dépend de si on finit le RPG Dark Tower aujourd'hui ou pas. Et si on le finit, je pense que je ferai des sondages ou des appels aux suggestions pour voir à quoi on joue, sachant qu'on peut s'amuser à jouer à Choo Choo Charles pour une fois, sauf que là il est à 20 balles, donc j'aurais bien aimé qu'il baisse. Et le 5 juin, le live Twitch, ici même dont je vous parlais, la 19e palabre, où on théorise, on conceptualise, on donne nos avis, nos ressentis, machin, sur le Pistolero, un live full spoil de la Tour Sombre. Le 5 juin, soir, parce que c'est en semaine, c'est un lundi soir, ici même. Et donc... Ah, très bien, je vois. J'arrive. Alors. Merci, bon dimanche à toi aussi, du coup. The Lawnmower Man. Non! Tu crois qu'il se trouve encore? Je sais pas s'il se trouve encore. Ah merde! C'était un message éphémère, j'ai loupé la première. Tant pis. Par le réalisateur... Ça va beaucoup trop vite. Ah non, utilisez l'app Instagram pour voir ce type de message. Écoute, tant pis. Running Man, alors. Tant pis, voilà, on les aura pas. Attends. C'était ça. C'était celui-là. Hein. C'est bon, je crois que je l'ai. Et potentiellement je l'ai jamais lancé. C'est rigolo. Avoir exclusivement les soirs de nuit noire. Oh là là. Ouais, je suis à peu près sûre de l'avoir. Et donc derrière, ils nous mettent quoi? Stephen King, l'écrivain le plus lu au monde avec Shining et Christine, revient avec Contes Macabres. J'aime bien en plus le menu DVD, version française chapitrage. Ah ouais, un gros menu. Hein. Une petite ville d'Oklahoma perdue au milieu des champs de maïs, un endroit paisible, tranquille, mais les apparences sont trompeuses car là, une étrange communauté d'enfants élimine systématiquement les adultes au nom d'un dieu diabolique. Et le piège se referme sur un couple de jeunes mariés, leur voyage de noces prend une tournure inattendue. Mince, alors je l'avais mis en permanent, pourtant c'est pas cette édition que j'ai. Ouais, après c'est peut-être parce que c'est la version site, tu vois. C'est celle-là, c'est ce truc-là. Moi je crois avoir une version, mais je sais plus laquelle du coup. La terreur vous guette. Mais il n'y a pas de... On voit pas le dos. C'est marrant parce que...
On dirait un petit singe. Oui, c'est elle, ok. The Night of the Crow. C'est elle, mais c'est ce truc-là, du coup. 8 balles? Alors attends. Le réalisateur de Maximum Overdrive et de Cucho. J'avoue. Voilà, rien que ça, c'est cool, quoi. Loupé. Une petite ville d'Oklahoma perdue au milieu des champs. Ok, et donc là, c'est le même blabla. Est-ce que c'est les... Un chef-d'œuvre, on va voir exclusivement l'histoire de Nuit Noire. Oui, ok, d'accord, c'est la même chose, mais je pense que c'est une version d'avant, et ils ont corrigé, c'est rigolo. On dit, voilà, soit ok. Et du coup, dedans, c'est que les enfants du maïs, alors que normalement, en effet, contre Macabre, il y a d'autres choses que les... Comment tu veux t'y retrouver après, entre les... Night Shift qui deviennent minuit 2, minuit 4, les danses macabres qui sont... Il y a un danse macabre en VO mais qui s'appelle pas danse macabre en VF, mais il y a quand même un danse macabre en VF. Enfin, c'est impossible, qu'est-ce que tu veux faire de ça, quoi. C'est ouf, c'est ouf. On a fini sur la partie actu. Je réfléchis s'il n'y a pas des choses que j'ai oublié de vous dire, mais je ne crois pas. Il ne me semble pas. C'est un bordel sans nom, bah ouais, je comprends que les gens s'y retrouvent pas en fait. Hein. Il me semble qu'il y a d'autres adaptations dedans, mais j'ai pas maté ce truc depuis des années. Bah, il me semble aussi, hein. Mais c'est ce qu'on a vu sur la page wiki. Ah oui, non, alors attends. C'est bien, fouillons ensemble, de toute façon il est 16h50. Ah ouais, Night of the Crow, c'était là. Ouh, c'est joli ça. La fille de la déesse de la lune. Bon. Le film fait 1h, pas 1h25, note par segment. Et là, il y a des segments. On est bien d'accord. C'est ce qu'on a vu sur la page wiki, il y a des segments. Là, ça dure que 1h20. Et en fait, non, il y en a qui disent que ça dure 1 heure. Compilation de 3 courts-métrages horrifiques. Oui, c'est ça. Et c'est que le premier, qui est une adaptation des Enfants du Maïs. Et du coup, qui font tous 20 minutes. Donc c'est vraiment assez pitoyable, on nous prend pour des cons. Horreur de troisième zone. Ah putain, mais alors sens critique quoi, c'est vraiment... Attends, Conte macabre est un petit recueil de 3 sketchs à vocation horrifique, dont seul le deuxième voit à peu près le coup d'œil avec son mélange d'humour noir et d'horreur, ainsi que sa fin. Oh lolo, il prend cher. Attendez, je vais simplement mettre mon lecteur et je vous dis... Non mais t'inquiète, de toute façon, là, moi je vais faire une pause parce que j'ai envie d'aller pisser. Et on va lancer le RPG Dark Tower. Est-ce que GP a vu celle-ci? Je sais pas. On va lui poser la question s'il passe par là, sinon on lui posera la question sur le Discord. Je fais une pause rapide, je mets en pause. Le temps que je change le nom du stream parce qu'on va partir sur le RPG Dark Tower et de refaire un refill d'eau, de faire une pause technique et on se retrouve tout de suite. Ah merde, mon écran marche pas, alors attendez, je fais ça. Pause, on est là.